gauche. Mesdames et messieurs, c'est le son de la bataille d'Angleterre. Et elle va se dérouler tout au long de l'été. C'est un bel été avec un ciel qui ressemble à s'y méprendre à celui d'aujourd'hui. Et dans le ciel, un millier d'aviateurs anglais, mais aussi d'aviateurs polonais, tchèques, néo-zélandais, américains, une poignée de Français vont se battre pour empêcher l'invasion allemande. Ah oui, mais en face, il y a des jeunes gens qui sont équipés de Hurricane, qui représente, c'est un avion anglais bien sûr, qui représente à peu près 2/3 des avions déployés, et puis d'un avion qui arrive qui s'appelle le Spitfire. Et c'est précisément le Spitfire qui vous est présenté aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure de l'année 1936 comme étant une année charnière, bien qu'on ne le sache pas encore à cette époque. Tout comme rien ne prédestinait Churchill à un destin qui n'aurait pas eu lieu sans la Seconde Guerre mondiale, son parcours politique est intimement lié à la guerre. Le parcours militaire du Spitfire était aussi hors norme et on n'aurait pas pensé à son premier vol en 1936 qu'à la fin de la guerre, on en aurait développé plusieurs milliers. Oui, c'est un avion qui est né du cerveau d'un ingénieur britannique qui s'appelait Reginald Mitchell. Reginald Mitchell, il avait rejoint une toute petite firme, la firme Supermarine. Et Supermarine, comme vous pouvez peut-être vous en douter, elle fabriquait des hydravions. Et elle fabriquait en particulier des hydravions de course, parce qu'à l'époque, dans les années 30, c'était de la compétition entre les nations, n'était pas encore une compétition militaire, mais c'était une compétition sous forme de course d'hydravions. Et les Anglais n'ont jamais su évidemment ce que cet avion fera pendant la guerre et combien il fut utile, et il reste aujourd'hui cette icône de l'aviation. Créant ainsi une véritable... On a pris une hélice de 4 mètres de diamètre. On a un avion où le pilote est assis à 4 mètres de haut. Il a un moteur qui fait 3,50 m devant lui. Il est assis sur l'aile. Alors c'est une sensation tout à fait particulière. Et on a un avion qui est un avion extrêmement performant. C'est un avion qui est destiné au départ à être embarqué sur le porte-avions, mais il fait peur. Il fait peur à ses pilotes, et on va d'abord le déployer au sol pour reconquérir le Pacifique.
C'est un faiseur de veuves dans un camp comme dans l'autre. On n'est pas encore habitué à avoir des moteurs si puissants, des moteurs avec un torque, c'est-à-dire un couple gyroscopique aussi grand. Lorsqu'on va mettre la manette des gaz vers l'avant, on va y aller progressivement, puisque sinon l'avion est tellement motorisé qu'il partirait directement en autorotation. Qu'il échappe au tir et surtout qu'il échappe au fait d'être descendu. Tellement les armes sont puissantes. Il y a des mitrailleuses, il y a également des canons. C'est un avion qui vole vite, qui vole haut, qui vole loin, avec donc des cendriers à bord de l'avion. Il y a de la place. C'est un avion rouge, comme disaient les Américains. Et surtout, c'est un avion qui ramène ses pilotes. Il est correctement blindé, le siège est blindé, et quand vous prenez des obus par l'avant, eh bien vous avez cet immense moteur qui vous protège. C'est un avion, il y a des tas de légendes sur le Corsair. On dit que l'avion a ramené les pilotes alors qu'il manquait des cylindres. Tout cela est en partie vrai. C'est un avion qui donne confiance, et pour être efficace quand on est pilote de combat, il vaut mieux avoir confiance dans sa machine. C'est un avion de reconquête. Je vous parlais tout à l'heure de Boeington et de la série télévisée, mais la série télévisée, elle a évidemment romancé l'histoire, mais Boeington a vraiment existé. Boeington était un homme plus âgé que les autres pilotes de l'époque, c'est pour ça qu'on l'appelait Papy. Boeington était un homme redoutable, c'était un teigneux comme on dirait aujourd'hui. Et à la tête d'équipage qui n'étaient pas des repentis ou des rebuts de l'armée américaine, il a, à travers la VMF 214, et bien tout simplement, il a créé, constitué l'une des meilleures unités de chasse du Pacifique. Ces unités, elles étaient déplacées d'île en île, parce que le principe de la reconquête du Pacifique et de la victoire contre le Japon consistait à contourner en fait les obstacles pour les Américains. Bien sûr d'avoir une supériorité maritime à travers le déploiement des porte-avions. Au moment de la bataille de Midway, les Américains déploient 6 porte-avions. Ils sont l'influence voulait absolument attirer les Américains dans un piège. La contre-offensive a encore mieux fonctionné. Et là où initialement les avions étaient véritablement faits, ils arrivaient à faire, c'est quand on a vu leur structure en bois, que l'on a finalement compris pourquoi ils avaient un rayon de virage si petit et pourquoi il était difficile avec ces avions de les intercepter. Et avec un petit peu d'ingéniosité, une fois que l'on a compris comment volaient les Japonais, avec une technologie supérieure, on va rapidement récupérer la maîtrise du ciel. Oui, les Japonais avaient réveillé l'ours américain. L'ours, il était endormi, il avait hiberné, mais il avait une puissance industrielle incroyable. Et l'intelligence des Américains a été certainement, elle est liée à leur pragmatisme industriel qui consiste en particulier à organiser cet effort de guerre. Cet effort de guerre va permettre de construire des usines de l'air vers l'arrière. Si dans un espace clos, qu'on appellerait une chambre de combustion, on met à la fois du carburant et de l'air et qu'on allume ce mélange, on va augmenter la pression. Cette pression va sortir par l'arrière, ça s'appelle une tuyère. Et bien cette tuyère, elle se retrouve sur cet avion qui s'appelle le DH-100 Vampire. Évidemment périssable. Voilà, le P-51 a laissé sa place à un autre oiseau de guerre. Mais je voudrais juste conclure sur le caractère incroyablement sexy de cet avion. C'est un avion qui est beau, qui est tellement beau, qui est fort, qui revient aujourd'hui à Belin-Villaroche après avoir foulé cette masse d'air de nombreuses fois. La boucle est donc bouclée et on peut passer à cet autre monstre de puissance, l'un des avions de cette génération les plus puissants. On ne peut pas évidemment ignorer le bruit qu'il fait. Il n'a pas pu voler hier et c'est toute une chaîne logistique, une chaîne d'amitié qui s'est mise en place pour aller récupérer des pièces du côté de Dijon avant de revenir ici à Belin. Cet avion est petit peu. Et oui, il s'agit du Hawker Sea Fury. C'est un avion de l'immédiat après-guerre.
C'est un avion qui vole dans les fins des années 40. C'est un avion anglais qui est équipé d'un moteur assez curieux. C'est un moteur à cylindre à culasse, à chemise louvoyante. C'est-à-dire qu'il a un système d'alimentation en air et une combustion tout à fait particulière qui en fait un appareil assez brillant, avec un moteur qui est fiable, même s'il est étrange dans son fonctionnement quelque part. En fait, on a éliminé les soupapes. C'est un avion qui est destiné à être embarqué sur porte-avions. Donc il a des qualités de décollage avec une puissance extrêmement importante. On est sur, là encore, plus de 2000 chevaux. Je vous rappelle qu'au début de la guerre, certains avions faisaient à peine 800-850 chevaux. Les meilleurs étaient à 1000 chevaux. Donc on bénéficie de tous les progrès en matière de motorisation. Et les Anglais étaient très très forts sur la mise au point des moteurs. C'était des motoristes de talent, avec notamment cette firme Rolls-Royce, mais pas seulement. Et donc on fabrique un avion en lui mettant un moteur extrêmement puissant, une hélice extrêmement imposante, donc on est un peu sur la formule du Corsair, une aile moderne, et on obtient un avion assez efficace, un avion embarqué qui va notamment s'illustrer en Corée, puisqu'ils seront déployés à un moment donné en Corée. L'appareil qui est présenté aujourd'hui vient de Bourgogne. Il est basé actuellement à Dijon-Darrois. C'est une petite piste. Elle fait moins de 800 mètres. Et cet appareil est mis en œuvre par un pilote émérite qui s'appelle Bruno Dupreux. Bruno, il est pilote de voltige depuis très longtemps. Mais il a commencé, imaginez-vous, sa carrière d'abord comme pâtissier. Et puis de la pâtisserie, il a un petit peu ennuyé. Il est passé à la mécanique avion. Il est devenu un spécialiste de la maintenance des avions modernes, mais aussi avions anciens. Et en même temps, il nourrissait une passion pour le pilotage, et en particulier pour la voltige, qui l'a amené à devenir pilote de voltige, pilote de compétition donc. Et puis il a mis au service de ses avions anciens son talent de pilote et de voltigeur, et ça se fait aussi. Et cet appareil conçu à la fin de la Seconde Guerre mondiale n'a pas du tout participé à la guerre pendant la guerre. Il est arrivé, il était déjà surclassé en 1945-46, surclassé par les jets, notamment le Vampire que l'on a vu, ou le T-33, ou son grand frère le P-80 Shooting Star. Et pourtant cet avion resta dans l'arsenal militaire américain pendant de très nombreuses années, jusqu'à la fin des années 60, au milieu des années 70. Alors à quoi doit-il sa longévité? Mais comme François le disait tout à l'heure, tout simplement à sa capacité d'emploi. C'est un appareil qui emmène autant de bombes, autant de charges en tout cas, qu'un B-17. C'est-à-dire qu'avec un seul moteur, il emmène ce qu'un B-17, une forteresse volante embarquée avec 4 moteurs. C'est un appareil extrêmement moderne. Il dispose notamment de dispositifs hydrauliques avec des ailerons qui sont commandés par des servocommandes. C'est une technologie qui fut utilisée à l'époque dans les premiers jets. C'est un appareil qui est pourtant très traditionnel à travers sa motorisation, un moteur en étoile double rangée, une hélice aéroproduct absolument immense. Vous voyez les qualités de manœuvrabilité de cet appareil, on fait un petit peu ce qu'on veut, alors que c'est un appareil qui pèse déjà plus de 5 tonnes à vide. Plus de 5 tonnes à vide et pourtant 3,6 tonnes d'emport disponibles. On parlait de cet imposant moteur en double étoile, 2 fois 9 cylindres pour une puissance qui va avoisiner les 3000 chevaux. Il aura évolué pendant toute sa vie, il se sera adapté aux nouveaux usages qu'on voulait en faire, au-delà de son rôle de canon à armement, de bombardier.
et les dernières variantes étaient étudiées pour ajouter des emports, notamment une arme nucléaire. C'est un avion qui est absolument époustouflant et lorsqu'on le voit évoluer de cette façon-là, il n'est plus un canon à armement, il est presque un avion voltige dans son rapport poids-puissance. C'est un avion qui fut utilisé sur différents théâtres d'opération, fut utilisé notamment par l'armée française. Les derniers exemplaires ont été offerts à des pays alliés, notamment le Tchad, puisque dans les années 70 sorti, ce qui est assez rare pour un avion. En présentation du tir, on passe sur le dos et on rentre le train. Ah non, il n'a pas rentré là. On a coutume de dire que le moteur d'un de la guerre de Corée. Contre la Corée du Nord. Ouais, c'est un fait historique. C'est aussi notre actualité. Et cette guerre, elle va se déménager également, bien sûr, en Indochine. D'abord, on sera, nous, les forces françaises, un peu seules, malgré le soutien matériel américain. Elle se terminera le 7 mai 1954 à Dien Bien Phu. C'est de l'avenir que nous vivrons dans 20 ans. Qui sommes-nous pour juger? Absolument. Et cette guerre d'Indochine, elle sera évidemment poursuivie par la partition entre le Vietnam du Nord, le Vietnam du Sud, et les accords qui avaient été passés de non-agression, évidemment, ne seront pas respectés. Et c'est ainsi que le conflit indo-chinois se transformera en la guerre du Vietnam, avec cette tragédie qui durera jusqu'aux accords trouvés au milieu des années 70.